Bonsoir à vous ici présents, bonsoir aux internautes, j'ai compris que certains nous suivaient à distance. On va voir maintenant une approche épidémiologique. Vous allez voir qu'en fait tout ça se tient est finalement plus complémentaire qu'on pouvait l'imaginer à la première rencontre. Si vous en êtes d'accord, je vais vous inviter à un voyage vers différentes destinations. On va commencer par l'île de Beauté, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, avec sa nature absolument merveilleuse et ses aspects très touristiques. On va se concentrer sur la zone de Porto Vecchio, au sud-est ici. Cette zone de Porto Vecchio, qui est également très touristique, comme vous pouvez l'imaginer. En avril de l'année dernière, il y a eu un certain nombre de cas de bilharziose qui ont été déclarés à Toulouse, à Strasbourg, en Allemagne, au total 18 cas, qui provenaient tous d'environ 5 familles. Bien évidemment, les enquêtes ont été très fouillées, les enquêtes épidémiologiques en particulier, et le point commun de ces 5 familles, et en particulier de ces 18 cas, était qu'ils avaient fréquenté, lors d'un des étés de 2011, 2012 ou 2013, au moment estival, cette région qui est à l'arrière de Porto Vecchio, qui est du côté de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, et qui sont allés se promener dans les communes de Zonza et Conca, et en particulier pour aller se baigner dans cette rivière de Cavou, que vous voyez ici. Donc le point commun de tous ces gens-là avait été d'avoir fait trempette dans cette rivière. Que s'est-il passé lorsqu'ils se sont immergés? Même si c'était que quelques minutes, moins de 10 minutes suffisent, eh bien, ils ont été infestés par ces furcocercaires, qui sont ces formes infestantes, pénétration transcutanée de certaines formes de bilharziose. En l'occurrence, c'était la bilharziose urogénitale due à Schistosoma hematobium. Ce cycle est assez complexe finalement, puisqu'il concerne l'homme, chez lequel la furcocercaire, après avoir pénétré, se transforme en schistosomules. Et ces schistosomules donnent des adultes, mâles et femelles, qui sont des vers assez grands, sont des trématodes, sont des vers plats, hématophages, qui vont vivre dans les vaisseaux péri-organes, donc pour cette bilharziose urogénitale péri-vésicale en particulier. Et une fois fécondée, la femelle va se mettre à pondre des œufs par centaines de milliers, et ce pendant une durée de vie très longue, puisque le couple va survivre pendant plus de 10 ans. Émettre des œufs dans le milieu extérieur, ces œufs vont libérer un petit miracidium cilié qui va en quelques heures se débrouiller pour être hébergé par un mollusque gastéropode, en l'occurrence le bulin, le Bulinus trincatus, qui est connu et répertorié en Corse, dans cette région-là, depuis les années 60. Le vecteur était déjà présent. Et puis, après une polyembryonie dans ce mollusque, libération de sporocystes, puis de furcocercaires qui vont à nouveau pénétrer de nouveau des individus. Les adultes ont cet aspect-là, on pourrait ressembler à une calligraphie japonaise, mais ce sont des adultes mâles et femelles. Le mâle, qui est finalement plat, mais en forme de canal gynécophore, accueille la femelle, ils fécondent pendant toute leur vie de cette façon-là, et avec une reproduction, encore une fois, considérable. Ce sont les œufs qui sont le primum movens de la pathologie, de la pathogénicité de ces maladies, qui étaient connues jusqu'à maintenant, pour donner un grand nombre de cas, environ 200 millions de nouveaux cas par an, mais en zone tropicale, comme vous le voyez sur cette carte éditée par l'Organisation mondiale de la santé. Vous notez bien qu'à aucun moment dans cette carte n'apparaît de zone concernant l'Europe ou la Méditerranée. Voilà, qui eût cru que les autorités françaises sanitaires auraient un jour donné un numéro vert spécial pour information contre la bilharziose, sur la bilharziose en France, en l'occurrence en Corse. Première destination. Allons maintenant à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, de l'océan Indien. Vous voyez ici, c'est important, la côte tanzanienne et Mozambique, et les Comores, Madagascar et puis l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, déclaration de l'éradication du paludisme en 1979. Comme il faut 3 ans de délai, ça veut dire que les derniers cas ont dû être répertoriés en 75-76. Et donc, probablement à cette époque-là, relâchement au niveau de la lutte antivectorielle, en particulier lutte contre le vecteur du paludisme, qui est l'anophèle. Vous allez voir que ça a probablement joué sur la suite. Les cas de chikungunya, dont vous avez sûrement entendu parler dans les années 2005-2006, sont survenus, plus connus dans l'Afrique, la corne de l'Afrique de l'Est, donc Tanzanie, Mozambique. Et d'ailleurs, le mot chikungunya
vient d'un dialecte qui est parlé dans le sud-est de la Tanzanie et le nord du Mozambique, et aussi quelques régions du Kenya et de Mayotte, et qui veut dire l'homme qui marche courbé en avant. Et c'est lié aux douleurs articulaires extrêmement intenses provoquées par cette maladie virale. Des cas sont survenus, étaient connus aux Comores, et probablement qu'il s'agit d'un ou deux patients en phase virale qui sont arrivés des Comores à l'île de la Réunion et qui ont trouvé là, à l'île de la Réunion, une capacité impressionnante de développement puisqu'il y avait des millions de gîtes larvaires d'Aedes, en l'occurrence d'Aedes albopictus, qui est le vecteur de cette transmission virale. Et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée cette épidémie. Milieu de l'année 2005, une épidémie qui, sur cette échelle-là, quelques centaines de cas par semaine. Puis l'hiver austral est arrivé, l'épidémie est retombée. Et en fin d'année 2005 et surtout en début d'année 2006, une explosion considérable. L'une des semaines de février, il y a eu plus de 45 000 cas en une semaine déclarés. Au total, ça a été pas loin de 300 000 cas sur une population de 775 000 habitants. Plus du tiers de la population a été contaminée. Plus de 200 personnes sont décédées, décès liés, reconnus comme étant liés au chikungunya. Donc une épidémie d'une importance considérable qui a touché quasiment toutes les communes, à des degrés divers, toutes les communes de l'île. Qui dit chikungunya dit dengue, puisque le vecteur est le même, que ce soit Aedes aegypti, Aedes albopictus. Et ce vecteur, il est bien connu, il est maintenant absolument planétaire. Et si on parle de dengue, c'est 50 millions de cas par an, c'est 500 000 cas de forme hémorragique, dont 25% de décès. Donc c'est une maladie considérablement sérieuse également. Mais encore une fois, comme vous le voyez sur cette carte, dont la répartition est là aussi tropicale, est connue pour être tropicale. Simplement, il faut savoir que les gîtes peuvent être des gîtes naturels, comme des empreintes de pas, comme ici, mais surtout et beaucoup des gîtes anthropiques. Et ce sont ces gîtes anthropiques qui ont généré l'épidémie, probablement, dont on vient de parler à La Réunion. Eh bien, la publication de ces gîtes fait qu'on peut considérer que l'Europe continentale pourrait être concernée. Si on regarde la carte actuellement de l'Aedes albopictus, on voit que bien, le pourtour méditerranéen, la mer Adriatique sont concernés par cet Aedes, par le vecteur déjà. Et on sait qu'il y a eu des cas en 2010 de dengue en France et en Croatie. Et donc avec 18 départements français qui sont concernés par la présence de ce fameux moustique tigre, dont vous avez certainement déjà vu beaucoup d'images. Et donc maintenant, la nouvelle carte de la distribution et de la répartition de la dengue inclut ce pourtour méditerranéen avec ce foyer du sud-est de la France et de la Croatie qui n'existait pas auparavant. Allons maintenant en Grèce. En Grèce, les derniers cas de paludisme datent des années 74. Bon. Et puis sont arrivés en 2010, 3 cas, 2011, 40 cas, 2012, 20 cas, 2013, à nouveau 3 cas. Donc ça veut dire que ce pays, qui est annoncé par le ministère des Affaires étrangères en vigilance normale, heureusement, aucun risque, sauf éventuellement celui du paludisme. Alors, le paludisme, c'est un protozoaire, c'est un autre parasite dont le cycle est assez complexe. Il passe par une phase hépatique chez l'homme, une phase sanguine qui donne la pathologie fébrile, et puis, bien évidemment, le passage obligé chez le vecteur qui est l'anophèle. Et c'est cet anophèle qui fera justement, qui assurera la distribution et qui fera la répartition géographique de la maladie. Comme pour le chikungunya, on est lié au vecteur. C'est une endémie mondiale, c'est probablement la première cause de morbidité et de mortalité au monde. Cette carte, pour vous montrer de façon très intéressante cette limite de la distribution, de la répartition, de la transmission du paludisme avant 1940, et vous voyez que toutes les zones blanches actuellement, qui sont éradiquées, l'ont été de 1940 à nos jours. Alors là, il y a plusieurs explications. On pourra en parler un petit peu après, sur la fin de la présentation. Les explications qui ont été annoncées à un moment donné, c'est l'arrivée du DDT comme un insecticide majeur, l'arrivée de la chloroquine à peu près au même moment, en 1940, 39, 40. La chloroquine, première antipaludique de synthèse, très bien tolérée, facile d'accès. Mais vous allez voir que ce n'est peut-être pas seulement la seule explication, sachant quand même que la stabilité du paludisme était moindre que dans les zones, évidemment, intertropicales.
Donc une pathologie sévère, 3 milliards d'habitants y sont exposés, plus de 200 millions de cas, plus de 660 000, 700 000 décès par an. C'est quand même une pathologie majeure qui, encore une fois, concerne les zones tropicales, sauf si on considère qu'il y a, par exemple ici, dans le sud-est de la France, dans la zone marécageuse de Camargue, de l'anophèle. Alors certes, ce n'est pas un vecteur extrêmement fort, c'est l'anophèle hircanus, mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a toujours un potentiel, dès l'instant où le vecteur est présent, d'introduction et de réintroduction de la circulation du parasite. Alors, aparté sur Ebola, je dis aparté parce qu'on sort de la notion climat, on va juste là illustrer un phénomène de l'impact éventuel de la globalisation. Ebola, 1976, premier cas, une épidémie avec quelques dizaines de cas, et puis une succession d'épidémies qui se sont propagées, mais comme vous le voyez, sur cette zone absolument équatoriale, de la bande équatoriale du continent africain, de 1976 jusqu'à 2008. Avec des théories sur les animaux infectés. On sait que les grands singes en particulier sont des animaux infectés, que les réservoirs sont peut-être les chauves-souris, probablement, peut-être les rongeurs sauvages, et que la cause de l'émergence de ces maladies virales hémorragiques, c'est l'introduction de l'homme dans le milieu sauvage par la chasse et le braconnage. C'est l'homme qui va au-devant du virus finalement. Le message, c'est que cette répartition de ces environ 20 épidémies qui sont survenues depuis 1976 était essentiellement dans cette bande équatoriale et forestière, et souvent dans des zones de population éparses, ou en tout cas peu denses. Le grand changement qui s'est produit l'année dernière, c'est que les cas qui sont arrivés en Guinée-Conakry, au Libéria et en Côte d'Ivoire sont des cas d'abord dans une zone tropicale, très éloignée de la zone équatoriale, en tout cas beaucoup plus éloignée, d'une part, donc un climat et un écosystème totalement différents. Non plus la forêt, mais également en zone urbaine. Là, vous voyez ici, la capitale du Libéria, à Monrovia, vous avez des cas qui étaient à proximité de l'aéroport international. Et qui dit proximité de l'aéroport international risque également de transmission et de cas qui ont pu partir sur le continent américain, sur le continent européen. Donc tout ça pour illustrer ce qu'on va voir plus tard, cette notion de globalisation de village planétaire. Alors, tous ces exemples nous amènent à quelques observations et quelques réflexions. Un, l'extension en latitude. L'extension en latitude, ce qu'on a appris à l'école avec ces cartes magnifiques dans le primaire, avec la zone équateur, l'équateur, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, c'est quelque chose de plus complexe. Quand on regarde les écosystèmes et les climats régionaux, c'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus détaillé, comme vous le savez. Et ces notions de zone froide, de zone tempérée ou de zone chaude, il faut les reconsidérer aujourd'hui et on peut penser que ce qu'on appelait à l'époque la zone intertropicale est probablement en train de s'étendre vers le nord et vers le sud et que cette image de la planète qu'on a aujourd'hui, comme on le sait malheureusement, est en train de changer à grande vitesse et de se réchauffer très probablement. Ça, c'était l'extension en latitude. Maintenant, il y a aussi une extension en altitude. Les vecteurs en particulier, vous avez compris que l'essentiel de la transmission, du facteur de transmission sont souvent les vecteurs. Ces vecteurs sont limités dans certaines tranches de température. Si la température s'accroît également en altitude, eh bien, les vecteurs qui étaient limités à une certaine altitude vont pouvoir les dépasser progressivement et transmettre des pathologies qui ne l'étaient pas à l'époque et faire émerger des pathologies virales, parasitaires ou autres dans des populations qui en étaient épargnées jusqu'alors. La globalisation qu'on a évoquée tout à l'heure, la globalisation c'est un phénomène qui se produit dans un écosystème particulier du monde, aujourd'hui, n'est plus isolé comme il pouvait l'être il y a quelques décennies. L'émergence d'un virus, l'émergence d'un champignon, l'émergence d'un parasite, d'une bactérie, peut très rapidement diffuser d'un endroit à l'autre de la planète par les transports que l'on connaît. Et cette globalisation fait partie des choses qui concernent beaucoup aujourd'hui ceux qui s'occupent de santé publique au niveau international. Conséquences des cyclones et leurs inondations, on sait les dégâts physiques qu'ils peuvent générer. Ils entraînent des inondations avec les inondations toutes les maladies liées à l'eau, et Dieu sait s'il y en a, qui peuvent générer des diarrhées, qui peuvent générer des fièvres, des syndromes néphrotiques, tout un tas de choses qui peuvent survenir liées à ces inondations, à cette eau, à la non-potabilité de l'eau. Mais également, il y a un phénomène qui se produit une fois qu'on a une inondation.
l'inondation a pour effet de balayer et de laver complètement tout le terrain. Et s'il y a eu des programmes de lutte contre l'anophèle, contre les Aedes, contre les bulins pour la schistosomiase, etc., tous ces programmes de lutte qui ont pris des mois, des années, sont remis à zéro. C'est-à-dire que la transmission repart à nouveau et les gîtes peuvent repartir derrière des grandes inondations et des grands cyclones. Donc c'est pour les programmes de lutte contre les grandes endémies systématiquement une catastrophe qui remet à zéro le travail des années passées. Ces images des inondations, on les a malheureusement de plus en plus au quotidien. La pollution, évidemment, a un rôle évident sur la santé, que ce soit la pollution de l'eau, on vient un peu d'en parler aussi avec les inondations, mais c'est également la pollution de l'air. Et si on revient sur la carte de tout à l'heure, la transmission du paludisme, avec cette ligne qui délimitait la transmission avant les années 40, je vous ai parlé du DDT, je vous ai parlé de la chloroquine. On peut aussi considérer que ce sont des zones du Nord, des zones développées, industrialisées, et que qui dit industrialisation dit pollution, et on va le voir après, qui dit industrialisation dit déforestation. Et probablement qu'en plus du DDT et de la chloroquine, l'effet de la pollution a probablement beaucoup joué sur le recul du paludisme, car l'anophèle a vraiment besoin de gîtes plutôt écologiques, à l'inverse des Aedes qui se complaisent dans le milieu urbain. Et donc cette pollution a probablement contribué largement au recul du paludisme dans ces zones-là. On est tous responsables de cette pollution, comme le montre cette image. Et puis la déforestation, donc évidemment, un facteur de plus de lutte contre l'anophèle et le paludisme. Il ne faudrait pas retenir de cette présentation que ce sont les deux meilleurs moyens de lutte, mais c'est une réalité malheureusement. Et puis la déforestation, c'est aussi l'introduction de l'homme dans le milieu naturel, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'accès de l'homme à des virus qui deviennent émergents. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est probablement à nous de jouer si on veut préserver la forêt primaire avec le caractère vital qu'elle représente pour la planète et pour la vie, pas seulement humaine, la biodiversité, et si on veut préserver notre planète tout court, c'est à nous d'intervenir. Voilà, un peu d'éléments de documentation, Fabienne en parlera plus dans le détail. Je ne m'en suis pas trop servi dans la présentation, mais je l'ai lu et ça m'a beaucoup appris dans le cadre de cette conférence, ce livre de Norbert Goual, Comprendre les épidémies, la coévolution des microbes et des hommes, je le conseille vivement. Je me suis aussi beaucoup intéressé à ce numéro particulier, les cahiers Sciences et Vie, quand le climat écrit l'histoire. Ce n'est pas climat et santé, mais il y a des choses absolument passionnantes sur la Révolution française, sur ce qui s'est passé avec le mildiou en Irlande, des choses absolument passionnantes, directement liées au climat. Et puis je vous conseille et je vous invite à aller visiter les sites de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national de veille sanitaire et de l'Institut Pasteur. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Gay. Juste une question avant de nous retrouver avec Myriam Valero. Est-ce que dans votre pratique médicale, déjà, vous avez vu des victimes du changement climatique? Est-ce que vous le constatez, vous, dans votre pratique personnelle? Des victimes du changement climatique. Est-ce que vous avez vu des gens qui ont eu le palu, la dengue, toutes ces maladies dont vous nous avez parlé? Oui, on voit dans nos services de médecine tropicale, on voit des cas de paludisme d'importation, de la dengue. Alors, il y a eu quelques cas de dengue autochtones en France en 2010, mais on n'en voit plus maintenant. Mais on voit des cas de dengue importés, toutes les pathologies et bien d'autres, à part celles qu'on a présentées là, on en voit régulièrement dans les services spécialisés, oui. Mais liées au voyage. Oui, lié au voyage. Au voyage oui. Ou à la migration, mais rarement autochtones. Encore une fois, les cas de bilharziose en Corse. Donc ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel, heureusement, bien sûr. Oui. Oui.